Bonjour les filles! Alors aujourd'hui on va faire la première vidéo de ma chaîne. Donc ça va surtout être une vidéo présentation, tout ce qui va être l'explication de ce que je vais faire sur cette chaîne et aussi mon parcours, mon histoire grosso modo. On aura d'autres vidéos j'espère prochainement. Je vais essayer de trouver une routine aussi selon ce que vous allez apprécier comme jour de poste. On va commencer tout de suite. Donc, pour me présenter, je m'appelle Julie, j'ai eu 20 ans en août et je suis la maman d'un petit garçon qui s'appelle Conrad et qui est né le 5 octobre de cette année. Donc, le but de cette chaîne, ça va vraiment être tout ce qui va être les témoignages, les guides et aussi tout ce qui va être mon avis, mon évolution. Je trouve que c'est vraiment ça qui a manqué dans moi, ce que je regardais sur YouTube. Donc voilà. Une question que je suis sûre que vous allez me poser, ça va être pourquoi pas avant? Tout simplement, la vie fait que. Mais depuis très longtemps, je savais que je voulais commencer une chaîne. Mais pour moi, il fallait aussi des choses plus cadrées, notamment du matériel, qui pour moi est réussi maintenant. Je sais pas si pour vous le son est bien, normalement ça devrait aller, et la luminosité, il fait super noir dehors. Donc je suis quasiment 100% en lumière artificielle, j'espère que ça ira. J'essaierai pour les prochaines vidéos d'avoir une luminosité moins agressive. Alors, tout ce qui va être mon parcours scolaire d'abord. Donc, j'ai été en école tout à fait classique, privée, mais catholique, par ma mère, jusqu'en 5e, où je suis arrivée en école publique chez mon père, donc dans une autre ville, etc. J'ai passé mon brevet avec une mention bien, tout s'est bien passé, j'étais une élève assez rigoureuse et j'ai jamais eu de difficultés dans tout ce qui était l'apprentissage, etc. Je suis arrivée en seconde option musique. C'était quelque chose que j'aimais. Je voulais pas faire ma vie là-dedans, j'ai jamais cru que j'allais être chanteuse, je ne joue pas d'un instrument. C'était vraiment une matière juste que j'appréciais, que je voulais plus approfondir, vraiment juste en loisir quoi. À partir de là, je pensais pouvoir partir pour faire un bac S, ce qui n'a pas été possible. On m'a gentiment dit que ce n'était pas ce que les profs pensaient pour moi. Et je suis partie en première ST2S. Donc tout ce qui est santé sociale. Pourquoi je n'ai pas accepté de faire complètement autre chose? Tout simplement parce que depuis que j'étais en 6e en fait, je savais quel métier je voulais faire. Je sais que souvent dans les adolescents, quand on est adolescent plutôt, il y a certaines personnes qui trouvent très tardivement ou qui ne savent pas du tout quand on arrive au moment où on nous demande qu'est-ce qu'on veut faire. Moi, ça n'a pas été le cas du tout. Depuis déjà le tout début de mon collège, je savais ce que je voulais faire et c'était sage-femme. Donc forcément, le premier qu'il fallait c'était un bac S, mais je ne voulais pas abandonner et donc j'ai fait un bac ST2S qui se rapproche assez fortement, sauf que nous, notre matière principale c'est la biologie. Et moi, c'est vraiment ce que j'adorais. Une des matières que je n'aimais pas, par contre, c'était l'anglais. Franchement, j'ai toujours été hyper nulle. Et surtout en arrivant en première et en terminale, j'ai eu une prof que je détestais, qui ne m'a pas du tout fait aimer l'anglais après. Je sais qu'il y a des gens aussi qui n'aiment pas les matières et qui après apprécient grâce à un prof qui va être très pédagogue, etc. Moi, c'était pas le cas. Je déteste toujours l'anglais, je suis nulle en anglais. Ensuite, de ce qui va être tout mon parcours de santé, ça va plus être intéressant. Depuis déjà très longtemps, notamment la primaire,
j'avais des problèmes et j'étais souvent en béquille. Tout simplement parce que j'avais un problème à ma cheville à gauche. Et on ne savait pas pourquoi à ce moment-là. Donc j'étais très souvent occupée de faire des radios, des scanners, et à chaque fois on me disait « Oh, c'est une entorse, c'est la croissance ». Sauf que ça ne s'arrêtait pas, et moi je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait, que c'était pas, entre guillemets, quelque chose de passager. Mais à ce moment-là, on est enfant, et souvent, on écoute la douleur de l'enfant, mais on n'écoute pas trop réellement ses craintes, etc. Et à ce moment-là, on me dit juste, ça va passer, on me faisait faire beaucoup de kiné, etc. Mais ça ne passait pas. Et c'est en arrivant chez mon père, par hasard, en faisant de la kiné pour autre chose, que ce kiné a réussi, en regardant mes radios, etc., une nouvelle fois, à me dire ce que j'avais enfin. Quelque chose qui a beaucoup surpris les gens, c'était que j'étais soulagée en talons. Beaucoup de gens se disaient que c'était bizarre, que à cause d'un problème à la cheville, j'aurais dû préférer être à plat, très confortable. Mais moi, c'était l'inverse. Et ce kiné a pu m'expliquer que c'était normal. Et que c'était logique, surtout, que je sois soulagée en étant surélevée. En fait, tout simplement, mon tendon est de travers. Donc, vous avez votre cheville, en fait, ici, et votre tendon qui est ici. Et moi, il est à côté. Et petit à petit, en fait, il se déplaçait. Et c'est pour ça que j'avais de plus en plus mal au fur et à mesure que j'avais des béquilles, je les enlevais, je les remettais, je les enlevais. Et que c'était pour ça que j'étais soulagée en talons, puisqu'évidemment, quand vous êtes à plat, tout est tendu. Et quand vous êtes en talons, c'est un petit peu moins. Donc ça tirait moins et j'avais moins la sensation d'avoir mal. Une autre chose, ça a été mon opération. J'ai été opérée du genou droit. Tout simplement car mes rotules sont en miroir. C'est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens dans la vie et qui n'ont pas forcément besoin d'opération. Si vous êtes dans mon cas, ça ne veut surtout pas dire que vous devez être opéré. D'ailleurs, mon autre genou n'est pas opéré et peut-être que j'aurais jamais besoin d'être opérée de celui-là. Mais suite à un choc, j'avais vraiment mal à l'intérieur de mon genou, donc du côté ici, de ma rotule. J'ai d'abord fait de la kiné, puisqu'évidemment, la première chose, ça n'a pas été de me dire tout de suite on va vous opérer, point final. Pas du tout, on a fait d'autres choses avant, des scanners qui ont montré que ce n'était pas cassé, etc. Et que c'était vraiment du coup les tendons. Donc j'ai fait une arthroscopie, ce qu'on appelle. Donc en fait, on a juste fait 2 incisions pour pouvoir passer une caméra. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a élargi mon tendon. Et ça me fait en fait 2 cicatrices. Pendant l'été, donc avant que je parte chez ma maman, un soir, pendant la nuit, j'ai fait une crise d'épilepsie. En sachant qu'il n'y a aucune personne épileptique dans ma famille. C'est vraiment ma sœur qui à ce moment-là était chez mon père pour les vacances, qui dormait avec moi, pas dans le même lit, hein, mais dans la même chambre, qui s'est réveillée par mes convulsions. Qui a tout de suite appelé mon père. À ce moment-là, on ne savait pas du tout pourquoi, je n'avais jamais fait de crise à ce moment-là. Donc forcément, ils ont appelé les pompiers, et moi je n'ai aucun souvenir de ça, à part voir les pompiers dans mon lit, et après quand je suis arrivée à l'hôpital. En voyant mon taux de lactate, un EEG, etc., ils ont diagnostiqué du coup mon épilepsie, en sachant que certains enfants, une majorité d'enfants qui sont épileptiques, arrêtent d'être épileptiques à 18 ans. Et moi c'était l'inverse. 1 mois avant mes 18 ans, on a commencé à voir que j'étais épileptique. J'ai donc dû commencer un traitement qui, clairement, a beaucoup affecté mon corps. Personnellement, j'ai eu du Keppra. Je baisse la luminosité, voilà. J'ai eu du Keppra en dosage très fort, puisqu'évidemment, on ne savait pas si j'allais refaire une crise, etc. Et il fallait contrôler ça, comme on ne savait pas pourquoi, où on allait, qu'est-ce que c'était, est-ce que j'allais en faire une autre ou pas.
clairement, la journée où je suis rentrée de l'hôpital, j'ai pris la moitié de la dose que je devais et j'ai dormi toute la journée. Je ferai une vidéo spéciale sur l'épilepsie, sur mon parcours, mon ressenti et toutes les choses comme un témoignage qui pourrait aider ceux qui sont dans le même cas, qui viennent d'apprendre qu'ils sont épileptiques ou tout simplement pour des gens qui se sentiraient seuls dans leur combat. Donc je ferai une vidéo à part, juste avec ça. Et je ferai aussi une vidéo exprès dans l'épilepsie pour tout ce qui va être ma grossesse en tant qu'épileptique et son traitement du coup. Une fois chez ma mère, on a essayé d'arrêter mon traitement. Tout simplement parce que ma mère est infirmière, mais qu'elle pense être dans beaucoup d'autres métiers, qui ne sont pas le sien, mais qui donne des conseils. Et à ce moment-là, elle était à côté de moi et je l'écoutais à me dire qu'on pouvait tenter, parce que certaines personnes font une crise d'épilepsie dans leur vie et ça ne veut pas dire qu'ils sont malades, clairement. Donc on a essayé et après 3 prises loupées, j'ai refait une crise, toujours la nuit, donc je ne savais pas à ce moment-là quels sont les signes avant-coureurs. Il y a des gens qui sentent les crises arriver, sauf que moi je dormais donc je ne savais pas. Et encore une fois, c'était ma mère et ma sœur qui ont géré ma crise. À partir de là, du coup, c'était estimé que j'étais bien épileptique et que j'allais donc avoir un traitement à vie. À partir de là, on a fait les démarches d'ALD, donc qui sont les prises en charge pour tout ce qui est mon traitement, tout ce qui est le neurologue, etc. Puisque j'allais devoir avoir tout ça pendant toute ma vie, donc éviter de payer à chaque fois. En sachant que du coup c'est à ce moment-là où j'ai commencé ma première année de préparatrice et le travail, puisque évidemment je n'avais jamais travaillé avant vu mon âge. Donc je rentrais dans le monde du travail en même temps que l'école et en même temps en vivant ça au tout début. Et ça a été assez dur d'accepter le fait que j'étais malade alors que personne ne s'y attendait, personne ne m'avait prévenu et on ne savait pas pourquoi. Puisque évidemment tout ce qui est facteur de stress, etc. peuvent favoriser de faire une crise, sauf que moi on ne savait pas, au contraire j'étais très contente, c'était les vacances, j'avais ma pharmacie, j'allais commencer mon métier, etc. Donc je n'étais pas angoissée. Au contraire, je me disais que si j'avais dû être angoissée, ça aurait été pendant le confinement, à cause du Covid, etc. Mais donc pas trop à ce moment. Mais je ferai une vidéo spéciale sur l'épilepsie avec mes examens, mon début de traitement, tout ce qui est la peur, la crainte à propos de ça, mon ressenti, tout ce qui est le suivi neurologique aussi, tout ce que ça va engendrer aussi dans ma vie, enfin dans nos vies pour ceux qui sont épileptiques comme moi, sur également le permis et tout d'autres accès que les gens, je pense, ne se doutent pas, mais qui ont un impact vraiment sur toute notre vie. Et après, du coup, ma grossesse en étant épileptique. Personnellement, c'est des choses comme des témoignages que j'ai quasiment pas trouvés sur internet et notamment sur YouTube. Tout simplement, je pense que ça fait un peu peur et surtout, c'est toujours dur de parler de quelque chose qu'on ne contrôle pas et surtout quand on ne trouve pas. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Quand sur les radios ou les scanners, on voit ce qui se passe, c'est un mal, je pense, pour un bien. Évidemment, c'est inquiétant, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais au moins, on sait d'où vient le problème et qu'est-ce que c'est le problème. Alors qu'il y a beaucoup d'épilepsies où on ne sait pas pourquoi. Et donc on ne sait pas comment l'arrêter. Ensuite, tout ce qui va être mon parcours de vie, ça va plus être personnel. Je ne veux pas de jugement, je ne veux pas d'avis là-dessus, c'est vraiment juste pour que vous puissiez me connaître et au cas où il y a certains sujets que vous voulez que j'aborde plus que d'autres, etc. Également pour répondre si des gens vont vouloir me connaître, etc. et savoir
à qui ils ont affaire comme youtubeuses, tout simplement. Je sais que moi, mes youtubeuses, j'aime bien aussi connaître leur parcours de vie, comment elles en sont arrivées là, etc. Donc je me suis dit que j'allais tout de suite répondre à ces questions-là, et après, si vous avez d'autres questions, si vous voulez en discuter, c'est avec plaisir qu'il y a des commentaires. Donc, mon papa et ma maman se sont séparés quand j'avais 3 ans, et j'ai habité chez ma maman. Mon père a laissé la maison à ma maman, et est parti, entre guillemets, sans rien. Mais en laissant toujours le crédit à ma mère. Ma mère est infirmière et mon père était à ce moment-là commercial informatique. Ma maman est infirmière dans un EHPAD depuis très longtemps. Aujourd'hui, depuis quasiment toute sa carrière, en fait. Au même endroit. Donc, c'est elle qui nous a élevés, mais elle travaillait beaucoup, vu qu'il fallait éponger ce crédit, etc. Car elle voulait rester dans cette maison qu'elle avait choisie, qu'elle était heureuse d'avoir. Donc, nous étions souvent gardés chez la nounou, à la garderie, à l'étude après l'école, ou par nos grands-parents, puisque mon père, au début, ne nous prenait pas du tout le week-end, puisqu'il fallait qu'il retravaille et qu'il était en déplacement en tant que commercial, forcément, il fallait qu'il aille dans une ville, etc., qu'il aille manger ailleurs, donc il ne nous prenait pas. Mais ma maman travaillait, donc il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui nous garde, ma sœur et moi. Ma sœur a 1 an de moins que moi. Je ne sais pas si un jour elle arrivera dans les vidéos, peut-être. Je sais que c'est quelque chose qu'elle aime bien, mais il n'y a pas trop de sujets qu'elle aime aborder ou intéressants dans ce qu'elle veut partager. Mais peut-être que ça arrive. À partir de là, donc comme je vous ai expliqué, en 4e, j'ai été envoyée chez mon père par les assistantes sociales, suite à ma demande, enfin mon appel plutôt, mais qui ont pris du temps, beaucoup d'années, tout simplement parce que les gens de ma famille, et notamment ma grand-mère qui est pour moi ma maman, en tout cas dans le rôle qu'elle a rempli, pour moi c'est elle ma maman. Mais je sais qu'elle ne se considère pas du tout comme ma maman, pour moi c'est réellement ma sauveuse. Je sais que ma vie n'aurait pas été la même sans elle, et c'est elle au départ qui a signalé que j'avais besoin d'aide et de partir de chez ma maman. Je suis arrivée donc chez mon père à l'année de ma 4e, avec ma belle-mère et mon demi-frère qui était né et qui est né quand j'avais 10 ans. Donc mon frère était déjà à l'école et moi je suis arrivée du coup dans une école 1 semaine après tout le monde, puisque c'est pendant l'été que ça a été décidé. Donc mon inscription a été très tardive, mais je me suis vachement bien intégrée. J'ai très rapidement trouvé mes amis, qui sont restés mes amis jusqu'à la fin de mon collège. Ensuite, je suis retournée chez ma maman après mon bac, tout simplement parce que j'ai refait une demande sur Parcoursup pour pouvoir aller en LAS, qui est le nouveau PACES, donc médecine, puisque j'espérais toujours pouvoir faire sage-femme, mais j'avais mon autre option qui était de faire préparatrice en pharmacie. Tout simplement parce que je fais mes cosmétiques moi-même depuis plusieurs années. C'est sur YouTube que j'ai trouvé des vidéos de Les Rêves d'Ève, à ce moment-là, qui est une chaîne qui est fermée aujourd'hui, mais pour moi, qui a été quelqu'un de très spontané, de très honnête avec nous. C'était vraiment pas le but de faire beaucoup de vues ou ce genre de choses. Elle faisait vraiment les prépas juste pour montrer ce qu'elle avait comme information, et pour moi, ça a été vraiment ça que je veux faire avec vous ici. Donc j'ai découvert qu'elle faisait ses crèmes, ses sérums, etc. toute seule, et ça m'intéressait énormément. À partir de là, préparatrice en pharmacie est arrivée dans les passions, évidemment, que j'avais, puisque j'adorais faire les préparations de beauté. Mais aujourd'hui, les préparatrices sont plus des aides des pharmaciens, puisqu'il n'y a plus beaucoup de pharmacies où on fait les crèmes, etc. pour les gens.
J'ai fait ma première année du coup en alternance forcément à Lille. Donc c'était plus intéressant d'être chez ma mère qui habite près de Lille que chez mon père qui habite dans le Pas-de-Calais. Mon école était à Villeneuve d'Ascq. Je ne sais pas si vous connaissez l'école de préparatrice. Ma première année a été assez mouvementée. Puisque en janvier, je suis partie de chez ma mère. Donc je suis restée de août en fait jusqu'en janvier. En sachant que du coup c'était pendant l'été où on a eu la fin du confinement, etc. Et donc en janvier, je suis arrivée chez mon petit ami. À ce moment-là, ça faisait 1 an qu'on se connaissait, qu'on s'était rencontrés, etc. On a eu une relation un peu coup-ci, coup-ça, on va dire. Donc tout simplement, on a fait 3 pauses dans notre relation. Mais à chaque fois, je savais que c'était pas parce qu'on ne s'aimait pas qu'on se quittait. Ça a vraiment été le confinement qui a été dur. On n'est pas fait pour ne pas se voir pendant longtemps, donc évidemment que c'était très dur. Et surtout le fait que lui est chez lui, indépendant et travaille depuis ses 18 ans, alors que moi, j'avais 18 ans et j'avais jamais habité toute seule. Donc c'était un peu le grand saut pour moi de d'un coup ne plus être chez mes parents et surtout habiter avec quelqu'un d'autre. Directement en fait. Et surtout, j'étais au départ partie chez ma mère pour être proche de mon travail et de mon école et au final on se retrouve à côté de mon père qui était là où j'habitais au départ. Mais à ce moment-là, mes cours étaient en distanciel. Donc il suffisait que j'aille à mon travail, en train du coup, où je mettais quand même plus de 40 minutes dans le train avant d'y arriver. Et on connaît tous le train, les retards, les annulations et tout ce genre de choses qui sont beaucoup arrivées après le confinement forcément. Désolée pour les bruits, c'est au-dessus de nous, dès qu'il marche, on entend très fort. Donc voilà, et une fois que mes cours en distanciel ont été arrêtés et que je devais 2 fois par semaine aller complètement à Villeneuve d'Ascq, c'était très loin. Et j'avais dit à mon conjoint que c'était pas possible et que moi, il fallait qu'on ait déménagé en mai. En avril, du coup, nous avons déménagé à Armentières, qui était du coup beaucoup plus près de là où je devais aller, à Villeneuve d'Ascq. Je ne sais pas si vous connaissez, je dis les villes pour ceux qui connaissent, sinon tout simplement c'était plus près. Et on a habité là pendant un tout petit peu plus d'1 an en fait. Et oui, tout ce qui est notre vie à deux se passait vraiment très bien, on était très heureux. Lui était un peu moins content de devoir déménager de son appartement qui était vachement avantageux au niveau salaire, etc. De changer de travail aussi. Il a toujours trouvé du travail tout de suite. Mais en juillet, mon contrat avec ma pharmacie a été rompu. Je ne préfère pas expliquer pourquoi, juste je n'étais plus à la pharmacie du coup. Donc ce qu'il y a c'est que... Oula, pardon, je touche mon micro. Ce qu'il y a c'est que pour accéder au diplôme et surtout au concours de préparatrice, il y a un minimum en fait d'heures que vous devez avoir fait de travail en pharmacie sur ces 2 années. Donc il fallait rapidement que je trouve une autre pharmacie qui allait me prendre. Chose que j'avais trouvée déjà avant d'arrêter mon contrat, puisqu'ils étaient obligés d'avoir mon accord pour arrêter mon contrat, et donc ils ont attendu que j'ai trouvé une autre pharmacie qui était à Armentières, au bout de Marais. Sauf que à cette pharmacie, j'étais censée prendre le relais sur quelqu'un qui allait partir en congé maternité, et comme moi j'étais à ma 2e année,
ça les a rassurés le fait que j'avais déjà une année d'expérience dans une très grande pharmacie où il y avait un robot pour ranger, etc. Des immenses rayons. Donc là, je passais à une autre pharmacie beaucoup plus petite où on rangeait en tiroir, etc. Sauf que je n'avais jamais rangé dans un tiroir, moi. Donc même si ça peut paraître facile, c'est juste de l'alphabet, etc., il y a quand même des choses qui ne se rangent pas là et qui diffèrent aussi d'une pharmacie à l'autre de où est-ce qu'on met ça, où est-ce qu'on met ça. Et au bout de 2 semaines, la responsable m'a tout simplement annoncé qu'il ne pouvait pas me garder puisque cette dame finalement ne partait pas en congé. Et comme on était moins de 40 jours au début de mon contrat, elle pouvait arrêter mon contrat et elle l'a fait le lendemain. Donc au soir, comme si de rien n'était, je range, etc. Et d'un coup, elle me dit finalement, on ne va pas te garder, demain, c'est pas la peine de venir travailler. Mais du coup, à ce moment-là, je me suis donc retrouvée sans pharmacie au milieu de août, en sachant que à mon année, pour ma première année, j'avais cherché en février ma pharmacie pour septembre. Donc on était très tard, énormément de pharmacies avaient déjà pris quelqu'un ou ne voulaient pas en prendre du tout. Donc j'ai cherché pendant très longtemps. J'ai quand même commencé les cours sans avoir de pharmacie, tout simplement parce que je pensais réussir à trouver une pharmacie rapidement et j'avais environ 1 mois et demi pour que quelqu'un d'autre me prenne sans avoir trop de répercussions à part mon salaire. Et je suis allée très loin pour chercher dans des pharmacies où j'allais mettre très longtemps comme trajet à y aller, mais pour moi c'était vraiment peu importe quelle pharmacie me prend, peu importe où elle est, tant qu'il y a une pharmacie qui me prend, ce sera ça le principal en fait. Chose que je n'ai pas réussi à faire, et donc mi-septembre, les professeurs m'ont tout simplement dit que je pouvais continuer, mais que je n'aurais pas accès aux épreuves finales. Donc que j'allais quand même devoir refaire une année, et que c'était sûr, donc autant que je cherche autre chose pendant ce temps-là. À partir de là, j'ai donc été inscrite au Pôle emploi, et je cherchais un emploi, sauf que je ne m'imaginais pas devoir faire ça, et je ne savais vraiment pas ce que je pouvais faire comme métier. Donc je cherchais toutes les choses basiques, comme nounou, femme de ménage, caissière, les choses à accès facile, entre guillemets. Sauf que à partir de décembre, j'ai commencé à avoir des symptômes assez inquiétants, comme des bouffées de chaleur, des malaises, ce genre de choses. Et début janvier, le 7, j'ai commencé à avoir le pressentiment d'être enceinte. J'ai fait un test le 11 qui était négatif. À partir de là, je suis passée à autre chose. Et une fois à l'hôpital, en fait, je prenais ma tension très souvent, qui était très basse. Et pendant un moment, j'avais été pendant toute la journée en dessous de 8 de tension. Et je me sentais vraiment mal, comme si j'allais être sur une autre planète, quoi. J'ai donc été à l'hôpital parce qu'au bout d'un moment ça ne passait pas, je ne savais plus manger ni rien. Et à l'hôpital, sur la prise de sang, on m'a annoncé que j'étais enceinte. Je ferai aussi du coup une vidéo exprès de grossesse, mon récit d'accouchement aussi, et je ferai des vidéos de préparation. Nous avons déménagé une nouvelle fois cet été, en juillet. Non, juin. Le 1er juin, nous sommes arrivés dans le sud de la France, qui était mon souhait depuis toujours. Ma mamie habite dans le sud de la France, ma marraine aussi. Donc pendant les vacances, je me venais. Et depuis toujours, je savais que c'est là où je voulais habiter. C'était une évidence. Et pour mon copain aussi. Depuis toujours, il voulait déménager et sa sœur habite ici dans le sud. Donc il a trouvé un travail ici. Et donc le lendemain de notre traversée de la France en voiture avec moi qui était enceinte de 6 mois,
Nous avons déménagé donc ici, d'abord chez sa sœur en étant hébergés, puisque c'était évidemment très dur de trouver un emploi alors que nous n'habitions pas encore ici. Donc son beau-frère, donc le conjoint de sa sœur, l'a fait rentrer dans son entreprise, et donc le lendemain de notre arrivée, il a travaillé. Ensuite, nous avons trouvé l'appartement où nous sommes ici en juillet, donc un mois après en fait. Je pense que j'ai rien oublié. Après, je referai, je pense, des vidéos FAQ une fois que la communauté sera un peu rentrée et que plusieurs questions pertinentes reviendront. Pour l'instant, je vais clôturer cette vidéo qui est très longue, mais c'est vraiment le rassemblement de beaucoup d'informations. Donc les vidéos prochaines seront plus courtes et plus ordonnées, comme je vous disais. J'essaierai aussi au fur et à mesure de faire du montage, mais pour l'instant je ne suis pas très forte pour ça, mais je vous promets que j'apprendrai et on reviendra pour d'autres vidéos sur les thèmes que j'ai énoncés juste avant, ou j'espère pourront arriver prochainement, notamment tout ce qui est, comme je vous disais, les pâtisseries dans une autre cuisine que celle que nous avons actuellement, même si elle est très bien. Pour filmer, c'est pas pratique. Et tout ce qui est les vidéos événements aussi qui arriveront. Je ne ferai pas de vidéo Noël cette année. Comme je vous disais, pour moi, là où on est, c'est pas vraiment notre appartement où nous voulons rester. Donc on ne commence pas à faire plein de décorations, etc. Même s'il y a quand même de la décoration qu'on est arrivé maintenant grâce à ma belle-sœur qui nous en a donné. Et nos très petits achats. Mais l'année prochaine, j'en ferai, j'espère. Donc voilà. Je regarde là parce qu'il y a mon fils à côté, c'est pour ça. Donc les prochaines vidéos qui viendront, c'est donc la vidéo épilepsie et ma vidéo grossesse, puis ma vidéo d'accouchement et de postpartum. Je ferai une vidéo à part, je pense, pour tout ce qui est valise de maternité, ce qu'on avait acheté, ce qu'on avait prévu, etc. Donc je ferai d'abord la vidéo épilepsie, ensuite la vidéo valise et ensuite ma vidéo d'accouchement qui devront arriver très prochainement du coup. Je vous fais des très gros bisous et j'espère que cette vidéo aura pu vous intéresser et vous permettre d'en apprendre plus sur moi. Bye bye!